Venez chez moi, j'ai des bouquins formidables. D'accord, je m'habille, je reviens tout de suite. Je vais vous raconter une histoire pas banale. J'allais vous le demander. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance. Madame, le droit de navigation sur le Yangtze-Kiang vous est formellement reconnu par la Convention du 3 août 1885. Contesteriez-vous la chose? Modeste, donc vraiment intelligent. Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio. Bande de fignons! Il était une fois De sang-froid de Truman Capote. De sang-froid, In Cold Blood en anglais, est un roman non fictionnel écrit par Truman Capote et publié en 1966. Il retrace l'histoire vraie du meurtre brutal d'une famille de fermiers du Kansas en 1959 et de l'enquête policière qui s'ensuit. Cette enquête commence lorsque les corps de Herbert et Bonnie Clutter, ainsi que de leurs deux enfants, Nancy et Canyon, sont découverts dans leur maison. La brutalité de l'assassinat choque la petite communauté de Holcomb et les autorités locales se lancent dans une chasse à l'homme pour trouver les responsables. L'enquête est menée par le shérif adjoint Alvin Dewey du comté de Feeney, assisté par d'autres agents des forces de l'ordre. Ils examinent minutieusement la scène de crime, recueillent des preuves et interrogent les témoins potentiels. Ils établissent rapidement un lien avec deux suspects. Richard Dick Hickok et Perry Smith, deux anciens détenus récemment libérés. L'enquête se concentre sur la recherche et la capture de Hickok et Smith, qui se sont enfuis à Mexico avant d'être finalement arrêtés au Texas. Les deux hommes sont ramenés au Kansas pour être jugés. Le procès est médiatisé et suscite un vif intérêt dans tout le pays. Truman Capote, l'auteur du livre, a développé une relation avec les deux meurtriers pendant leur séjour en prison. Il a mené des entretiens approfondis avec eux et a recueilli des informations détaillées sur leur vie, leur motivation et le déroulement du crime. Capote a utilisé ces informations pour écrire un récit qui combine la réalité des faits avec une narration littéraire, créant ainsi un genre littéraire nouveau appelé le roman non-fiction. De sang-froid est considéré comme l'une des œuvres les plus influentes du journalisme littéraire et a établi Truman Capote comme l'un des auteurs les plus renommés de son époque. Le livre examine les thèmes de la violence, de la justice, de la nature humaine et a suscité des débats sur la peine de mort et la responsabilité pénale. Richard Brooks réalisera un film éponyme dès 1967 avec Robert Blake, Scott Wilson et le grand John Forsythe notamment. Pour la petite histoire, Richard Brooks a, par souci d'authenticité, tenu à filmer dans la maison même du crime, ainsi que dans le même palais de justice où 7 des 12 jurés interprètent leur propre rôle, ainsi que le bourreau et le vendeur de costumes. Il a tenu également à filmer sans éclairage additionnel, rendant souvent le film particulièrement sombre et surtout en noir et blanc. Alors pourquoi un roman sur cette histoire ? Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'écrire un roman non fictionnel. C'est un nouveau genre littéraire que je viens d'inventer. Truman Capote s'est intéressé à l'histoire des meurtres de la famille Clutter et a choisi d'écrire De sang-froid pour plusieurs raisons. D'abord, l'aspect de l'injustice. Capote a été intrigué par l'injustice de ces meurtres, en apparence gratuits et brutaux, commis sur une famille apparemment innocente dans une petite ville paisible. Ça l'a amené à explorer les implications morales, éthiques et sociales de tels actes. Ensuite, le mélange de réalité et de fiction. Capote était un écrivain novateur qui cherchait à repousser les limites du journalisme et de la narration littéraire. Il a vu dans cette affaire une opportunité de combiner des éléments de journalisme d'investigation et de roman, en créant donc cette nouvelle forme de récit basé sur des faits réels. Également l'empathie envers les personnages. Capote s'est profondément intéressé aux personnages impliqués dans l'affaire, y compris les victimes, les criminels et les personnes de la communauté touchées par les événements. Il a cherché à comprendre leur psychologie, leurs motivations et les conséquences de leurs actes, ce qui a ajouté une dimension humaine à son récit. Également, l'exploration de la nature humaine. De sang-froid offre une plongée profonde dans la psychologie des criminels et explore les thèmes de la violence, de la culpabilité, de l'innocence perdue de la condition humaine. Capote était fasciné par ces questions et cherchait à les explorer à travers cette histoire vraie. Enfin, l'impact sur la société. Les meurtres de la famille Clutter ont eu
un fort impact sur la société de l'époque, en particulier dans la petite ville où ils se sont produits. Capote a vu dans cette affaire une opportunité d'explorer un crime choquant qui peut bouleverser une communauté et susciter des réactions émotionnelles et des changements sociaux radicaux. En résumé, Capote s'est intéressé à cette histoire en raison de son caractère troublant, de son potentiel narratif, de son exploration de la psychologie humaine et de son impact sur la société. Il a utilisé son talent d'écrivain pour créer un récit captivant qui va au-delà de la simple narration des faits, pour explorer les motivations et les conséquences des actes criminels. Il disait « Les faits sont importants, mais ils ne sont pas suffisants. Ce qui compte, c'est la façon dont vous les présentez, la façon dont vous les racontez. J'ai passé plusieurs années à travailler sur De sang-froid. C'était un processus long et émotionnellement intense, mais je savais que je devais le faire justice en tant qu'écrivain. Je ne voulais pas simplement rapporter les faits, je voulais explorer les motivations, les émotions, les psychologies des personnages impliqués. J'ai voulu donner vie à ces personnages de manière authentique. Je me suis profondément impliqué dans ces histoires. J'ai passé du temps avec les criminels, j'ai visité les lieux, j'ai rencontré les personnes impliquées. Je voulais comprendre ce qui s'est passé et comment cela a affecté les gens. Pour moi, De sang-froid est bien plus qu'une simple enquête criminelle. C'est une exploration de la nature humaine, de la violence et de l'empathie, de la culpabilité et de l'innocence perdue. Alors revenons au droit qui nous anime et posons-nous la question, quels en sont dès lors les aspects juridiques ? Et en voici les principaux. Tout d'abord, assez traditionnellement, l'enquête policière. Le livre décrit en détail l'enquête menée par les forces de l'ordre pour identifier les auteurs du meurtre. Il explore les techniques d'investigation utilisées telles que les interrogatoires, les relevés d'empreintes digitales et les confrontations avec les suspects potentiels. Ensuite, le procès pénal, bien entendu, une partie importante du récit qui concerne le procès des meurtriers présumés. Le roman détaille les préparatifs du procès, la sélection du jury, les plaidoiries des avocats et le déroulement des audiences. Il met également en évidence les preuves présentées, les témoignages des témoins et les délibérations du jury. La peine de mort, ensuite. Le roman soulève la question de la peine de mort car les meurtriers risquent de l'exécution s'ils sont reconnus coupables. Il explore les débats moraux et juridiques entourant la peine capitale, ainsi que ses implications émotionnelles sur les protagonistes du récit. Enfin, les droits des accusés. Le livre aborde également ces droits tout au long du processus judiciaire. Il met en évidence le droit à un avocat, le droit à un procès équitable, le droit à une défense adéquate, le droit à la présomption d'innocence. Je propose de revenir au début de notre histoire. Qui sont les victimes ? Ce sont, on l'a déjà abordé, les membres de la famille Clutter. Herbert Clutter, sa femme, Bonnie Clutter, et leurs deux enfants, Nancy et Kenyon. Herbert est décrit comme un homme respecté et bienveillant. C'est un éleveur de bétail prospère, connu pour son intégrité et sa générosité envers sa communauté. Il est décrit comme un père aimant et un mari dévoué, comme un homme d'affaires consciencieux, soucieux de la réussite de son exploitation agricole et de la sécurité de sa famille. Bonnie Clutter, sa femme, et donc mère de Nancy et Kenyon, est décrite comme une femme discrète et fragile. Elle a été victime d'une dépression sévère qui l'a amenée à se retirer de la vie sociale et à vivre dans un état de détachement émotionnel. Elle est présentée comme une femme malheureuse et impuissante face à ses propres problèmes personnels. Nancy Clutter, âgée de 16 ans, est décrite comme une jeune fille exemplaire. Elle est belle, talentueuse, aimée de tous. C'est une jeune fille responsable, intelligente et ambitieuse. Elle est engagée dans diverses activités scolaires et communautaires et aspire à une vie pleine de succès et de bonheur. Kenyon Clutter, quant à lui, il a 15 ans. C'est le frère de Nancy. Il est décrit comme un jeune homme introverti et créatif. Il est passionné par la mécanique et passe beaucoup de temps à travailler dans son atelier. Il est plutôt calme, réfléchi et proche de sa famille. Bref, les victimes avaient une vie paisible et aimante. Elles étaient respectées dans leur communauté et appréciées pour leur gentillesse et leur intégrité. Côté criminel, qu'en est-il ? Richard Dick Aycock et Perry Smith, les deux principaux suspects du meurtre de la famille Clutter, présentent des personnalités distinctes, mais toutes deux marquées par des troubles et des expériences difficiles. D'abord, Richard Dick Aycock est un homme charismatique, mais instable. Il avait une personnalité narcissique et était considéré comme un manipulateur habile. C'était un ambitieux. Il avait des rêves de richesse et de succès,
Mais il se sentait souvent frustré par ses échecs dans la vie. Hickok avait un passé criminel, notamment pour des cambriolages et des vols. Il croyait que la famille Clutter était riche et planifiait de commettre un cambriolage pour obtenir de l'argent facile. Cependant, ses motivations sont remises en question, car il a prétendu, après son arrestation, que le vol était un prétexte et que l'acte violent était un acte de colère. Perry Smith, lui, est un homme plus complexe. Il avait connu une enfance très difficile, marquée par la pauvreté, les abus et les traumatismes. Smith a été abandonné par sa mère et a vécu une série d'expériences traumatisantes, y compris des séjours dans des orphelinats et des maisons de correction. C'était un homme tourmenté, marqué par une profonde souffrance intérieure, une quête désespérée de reconnaissance et d'amour. Smith était également un artiste talentueux et avait une sensibilité développée. Hickok et Smith se sont rencontrés en prison, où ils avaient été incarcérés séparément pour des crimes différents. Ils ont formé une relation complexe, mêlant amitié, manipulation et dépendance mutuelle. Ils ont nourri des fantasmes d'une vie meilleure et d'un avenir prometteur après le cambriolage présumé chez les Clutter. Lorsqu'ils ont perpétré le meurtre de la famille Clutter, ils ont montré une violence extrême et une absence de remords. Capote décrit Smith comme ayant éprouvé des sentiments de culpabilité après les meurtres, tandis que Hickok semblait moins perturbé par ses actions. Premier temps juridique, les interrogatoires. Les interrogatoires des meurtriers, dans ce livre, sont un élément central de l'histoire. Après que Hickok ait été arrêté, il est soumis à un interrogatoire mené par les enquêteurs de la police. Au début, Hickok nie toute implication dans les meurtres de la famille Clutter. Cependant, sous la pression et la confrontation avec les preuves, il finit par avouer sa participation au crime. Pendant l'interrogatoire, Hickok se montre par moments arrogant et sûr de lui, mais il montre également des signes de vulnérabilité et de frustration. Perry Smith est également soumis à un interrogatoire après son arrestation. Smith, cependant, se montre plus réticent à parler et à coopérer. Il exprime des remords et semble davantage en proie à des émotions intenses. Pendant l'interrogatoire, Smith partage certains détails des meurtres, mais il révèle également des éléments de sa propre histoire personnelle, notamment ses luttes, ses expériences traumatiques et sa relation avec Hickok. Dans le livre, Capote décrit les interactions entre les enquêteurs et les meurtriers, mettant en lumière les dynamiques psychologiques et émotionnelles qui se déroulent pendant les interrogatoires. Il explore les différents états d'esprit, les stratégies d'interrogatoire utilisées et les réactions des meurtriers face aux questions et aux preuves. Les interrogatoires servent à la fois à rassembler des informations cruciales pour l'enquête et à révéler des aspects complexes de la personnalité des meurtriers. On passe au procès. Celui-ci occupe une partie importante de l'histoire aussi. Le procès se déroule dans la petite ville, au Kansas, où le meurtre de la famille Clutter a eu lieu. La communauté locale est fortement impliquée et l'affaire suscite un grand intérêt médiatique. Le procès débute avec la sélection du jury, un processus où les jurés potentiels sont interrogés par les avocats de la défense et de l'accusation afin de déterminer leur impartialité. Le procès lui-même est présidé par le juge Roland Tate, qui veille à l'application des règles de procédure et au bon déroulement du procès. Les avocats de l'accusation cherchent à prouver que Hickok et Smith sont coupables des meurtres de la famille Clutter et ils présentent des preuves telles que des témoignages des enquêteurs, les voisins, des autres témoins, ainsi que des éléments matériels et des aveux des accusés. Les avocats de la défense, quant à eux, tentent de discréditer les preuves présentées par l'accusation et de créer un doute raisonnable quant à la culpabilité de leurs clients. Ils peuvent remettre en question la fiabilité des témoins, soulever des problèmes de procédure et présenter des arguments visant à expliquer ou atténuer la responsabilité des accusés. Au fil du procès, les témoins sont appelés à la barre, y compris les enquêteurs, les experts médico-légaux et d'autres personnes impliquées dans l'affaire. Les avocats de chaque partie présentent leurs arguments d'ouverture et de clôture, cherchant à convaincre le jury de la culpabilité ou de l'innocence des accusés. Et finalement, après avoir entendu les témoignages et les plaidoiries, le jury se retire pour délibérer et rendre son verdict. Les éléments de défense de Richard Hickok et Perry Smith sont présentés de manière limitée, car le récit se concentre principalement sur les événements et les personnages. Néanmoins, on peut retenir la défense de la folie. L'un des arguments de la défense concerne la santé mentale de Perry Smith. Les avocats cherchent à démontrer que Smith souffre de troubles mentaux ou de traumatismes qui ont pu affecter son discernement au moment des meurtres. Ils suggèrent que ces actions étaient le résultat d'une détresse mentale et qu'il ne peut donc pas être tenu complètement responsable de ses actes.
Il y a également la présentation de l'enfance donc difficile de Perry Smith. Les avocats de la défense soulèvent également les antécédents de Perry, notamment son enfance marquée par les abus et les traumatismes. Ils cherchent à susciter la compassion envers Smith en mettant en évidence les facteurs qui ont contribué à sa vie troublée et à son état émotionnel instable. Et enfin, ils ont recherché des circonstances atténuantes. Les avocats de la défense tentent de trouver ces circonstances qui pourraient expliquer ou justifier les actes de leurs clients. Ils peuvent évoquer donc des problèmes de toxicomanie, des influences néfastes dans leur environnement social et d'autres facteurs qui ont pu contribuer à ce comportement violent. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre personnage du roman, que l'on perçoit à chaque page ou presque, même en filigrane, la violence. Tout était normal et soudain, tout a changé. C'est tout. Rien ne sera jamais plus pareil. La violence occupe une place centrale dans le roman. De sang-froid, Truman Capote explore de manière approfondie et détaillée les actes violents commis par Richard Hickok et Perry Smith lors du meurtre de la famille Clutter. La représentation de la violence dans le livre est crue, dérangeante et a un impact puissant sur le lecteur. Capote décrit les actes de violence avec une précision factuelle, décrivant les détails des meurtres, les blessures infligées et les conséquences horribles pour les victimes. La violence est présentée comme étant dépourvue de toute justification et de tout motif compréhensible, soulignant l'aspect gratuit et choquant de ces actes. En explorant la violence, Capote cherche à examiner la nature humaine et les forces qui peuvent conduire des individus à commettre de tels actes extrêmes. Il aborde également la question de la responsabilité et de la culpabilité, on l'a déjà vu, en remettant en question les origines et les causes de la violence. La violence est présentée comme un phénomène complexe et déconcertant, difficile à expliquer ou à comprendre pleinement. En outre, le roman examine également l'impact de la violence sur la communauté locale. Le meurtre de la famille Clutter provoque un choc profond et une grande peur dans la petite ville de Holcombe. La violence détruit non seulement les vies des victimes, mais elle laisse également des cicatrices durables sur la communauté et perturbe son innocence tranquille. L'exploration de la violence dans De sang-froid soulève des questions profondes sur la nature humaine, la cruauté et les conséquences de la violence. Capote cherche à susciter une réflexion sur ces thèmes troublants et amène le lecteur à se questionner sur les motivations, les origines et les implications de la violence dans notre société. Les actes violents décrits dans le roman De sang-froid sont donc les meurtres brutaux de la famille Clutter. Voici un petit résumé de ces actes violents tels qu'ils ont été relatés dans le livre. Le soir du 14 novembre 1959, Richard Hickok et Perry Smith pénètrent dans la maison de la famille Clutter à Holcombe, Kansas, dans l'intention de commettre un cambriolage présumé. Armés d'un couteau et d'un fusil, ils ligotent les membres de la famille. Herbert Clutter, le père, est d'abord maîtrisé, puis Bonnie Clutter, la mère, et leurs deux enfants, Nancy et Kenyon. Les meurtres sont perpétrés avec une violence extrême. Herbert Clutter est abattu d'un coup de fusil à la tête. Bonnie Clutter est étranglée et Nancy et Kenyon sont également tués. Les meurtres sont décrits avec des détails choquants. Capote met l'accent sur l'horreur de ces actes et sur les conséquences dévastatrices de ces victimes et de la communauté. La représentation détaillée de ces actes violents est l'un des éléments les plus marquants de De sang-froid. Capote utilise une écriture précise et factuelle pour dépeindre la réalité brutale des meurtres, ce qui renforce l'impact émotionnel sur le lecteur. Il n'excuse pas la violence gratuite perpétrée par Richard Hickok et Perry Smith. Capote décrit les actes violents de manière factuelle et détaillée, mais il met la brutalité et l'horreur de ces crimes en exergue. Cependant, ce que Capote cherche à faire, c'est bien d'explorer les motivations psychologiques et émotionnelles qui sont conduites à des actes violents. Il plonge dans la complexité des personnages en examinant leurs histoires personnelles, leurs traumas et leurs frustrations pour tenter de comprendre ce qui les a poussés à commettre de tels actes extrêmes. Venons-en aux motivations psychologiques des meurtriers. Il y a toujours une raison pour tuer, il y a toujours une excuse si on en a besoin. Pour Richard Hickok, les motivations principales semblaient être l'argent et la frustration. Il croyait que la famille Clutter était riche et a planifié le cambriolage pour obtenir de l'argent facile. Cependant, certains éléments suggèrent que l'argent était peut-être un prétexte et que la violence était davantage motivée par une colère, une rage refoulée. Hickok était un homme narcissique et ambitieux, qui cherchait désespérément le succès et la reconnaissance. Ses échecs répétés dans la vie, la perception d'une injustice ont pu contribuer à une accumulation de frustration qui a trouvé une issue violente dans ce crime. En ce qui concerne Perry Smith, ses motivations sont plus complexes.
Avec un passé marqué, donc on l'a dit, par des traumatismes, des abus, une enfance instable, Smith était en quête d'amour, de reconnaissance et de connexion humaine, mais il se sentait souvent rejeté et abandonné. Il était tourmenté par une souffrance intérieure profonde et cherchait désespérément un moyen de s'évader de sa réalité difficile. Le cambriolage et le meurtre ont pu représenter pour lui une tentative désespérée de se sentir puissant et de prendre le contrôle de sa propre vie. Le livre suggère également que Smith était émotionnellement perturbé et aurait pu projeter sa propre douleur et sa rage sur la famille Clutter. Alors qu'en est-il de l'excuse de démence et de l'irresponsabilité pénale comme moyen de défense? L'excuse de démence, également connue sous le nom de défense de l'irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux, est une stratégie donc légale utilisée par certains systèmes juridiques pour affirmer qu'un accusé ne devrait pas être tenu responsable pénalement de ses actes en raison de sa condition mentale au moment des faits. Cette défense vise à démontrer que l'accusé était dans un état de démence ou de maladie mentale qui l'a rendu incapable de comprendre la nature de ses actes et de distinguer le bien du mal. L'utilisation de l'excuse de démence varie d'un pays à l'autre et peut être soumise à des critères légaux spécifiques. En général, pour que cette défense soit retenue, il faut prouver que l'accusé souffrait d'un trouble mental diagnostiqué au moment de l'infraction et que ce trouble a eu un impact significatif sur sa capacité à comprendre et à contrôler ses actes. Si la défense de la démence est retenue avec succès, cela peut conduire à un verdict d'irresponsabilité pénale. Cela signifie que l'accusé ne sera pas jugé coupable d'une infraction pénale et qu'il peut être soumis à des mesures de soins psychiatriques ou à d'autres mesures légales appropriées. Dans le roman de sang-froid de Truman Capote, les personnages de Richard Hickok et Perry Smith ne sont pas présentés comme étant cliniquement fous. Bien qu'ils aient des antécédents et des problèmes psychologiques et de comportements perturbés, le roman ne qualifie pas directement leur état mental. Capote explore davantage les expériences de vie et les motivations complexes des personnages pour tenter de comprendre ce qui les a conduits à commettre un acte aussi violent. Il décrit plutôt leur histoire personnelle, leur traumatisme passé, leurs frustrations. Cependant, cela ne les excuse pas pour leurs actions. Il est important de noter que le terme « fou » peut être ambigu et a différentes interprétations dans différents contextes. Et dans le domaine juridique, la responsabilité pénale est souvent évaluée en fonction de la capacité de comprendre la nature et la gravité de ses actes, plutôt que de se baser uniquement sur une évaluation de la santé mentale. Dans Deux sang-froid, l'accent est mis sur les motivations et circonstances qui ont conduit Hickok et Smith à commettre le meurtre, sans catégoriser leur comportement comme étant simplement le résultat d'une folie. Capote s'efforce de présenter ces personnages comme des individus complexes et multidimensionnels, plutôt que de les réduire à une simple étiquette de fou. Verdict ? Oui. Richard Hickok et Perry Smith ont été condamnés à mort pour les meurtres de la famille Clutter. Ils ont été jugés coupables des charges qui pesaient contre eux et condamnés à la peine capitale. Alors après leur procès, Hickok et Smith ont été incarcérés dans le pénitencier d'État du Kansas en attendant l'exécution de leur peine. Ils ont passé plusieurs années dans le couloir de la mort. Cependant, au moment où le roman de sang-froid est publié, c'est-à-dire avant l'exécution d'Hickok et Smith, le livre ne relate pas l'exécution elle-même. Les détails de leur exécution peuvent être trouvés dans le compte-rendu historique et les documents officiels relatifs à l'affaire. Quel est l'impact social de ce meurtre d'une grande et terrible violence ? On dirait que tout le monde dans cette ville était coupable de quelque chose, écrit Truman Capote. Les meurtres de la famille Clutter ont eu un impact profond sur la communauté de Holcomb, on l'a déjà dit. D'abord, il y a eu un choc, un traumatisme, provoqué donc par la violence gratuite et le fait que cela puisse se produire dans une petite communauté rurale. La perte tragique de la famille Clutter a eu un effet durable sur les résidents qui ont eu un traumatisme émotionnel, de peur et d'insécurité. Ils se sont sentis vulnérables, confrontés à une remise en question de leur propre sécurité. Les portes étaient verrouillées, les gens étaient méfiants, la confiance au sein de la communauté ébranlée, des réactions émotionnelles suscitées par cette violence, par cette intensité, par la tristesse et le ressentiment envers les criminels. Et ne pas oublier déjà une attention médiatique.
Les meurtres de la famille Clutter ont attiré une attention médiatique considérable, tant au niveau local que national. Des journalistes et des médias ont afflué vers Holcomb pour couvrir l'affaire. Cela a ajouté une pression supplémentaire sur la communauté qui a dû faire face à l'intrusion des médias et à la publicité autour du crime. Ça a évidemment entraîné des changements sociaux. Les meurtres ont obligé à oublier la tranquillité des habitudes de vie, l'insouciance qui a été perturbée, et donc les habitants ont pris des mesures de sécurité supplémentaires pour arriver à une situation affectée par la méfiance des uns envers les autres. Alors je me suis posé la question de la décivilisation dans ce roman, en écho aux récents propos tenus par Emmanuel Macron. Truman Capote écrit « Personne ne comprendra jamais ce qui nous est arrivé, rien ne peut expliquer ça. » La décivilisation est un concept qui fait référence au déclin et à l'effondrement de la civilisation et des institutions. Cela implique généralement une perte de valeurs, de normes sociales, de stabilité politique et de progrès culturel. La notion de décivilisation peut être abordée dans différents contextes, que ce soit dans les domaines sociaux, économiques, politiques ou environnementaux. La décivilisation peut se produire pour différentes raisons, telles que des conflits armés, des catastrophes naturelles, des changements sociaux majeurs, des crises économiques ou des dégradations environnementales. Elle peut entraîner une fragmentation sociale, une montée de la violence, une détérioration des infrastructures, une perte de confiance dans les institutions et une instabilité générale. Certains théoriciens et philosophes soutiennent que la décivilisation peut être un processus nécessaire pour provoquer des changements positifs ou pour remettre en question les structures oppressives de la société. D'autres voient dans la décivilisation une menace pour la cohésion sociale et l'ordre établi. Alors plusieurs penseurs et philosophes ont abordé cette question. On va citer notamment Nietzsche, qui a exploré la notion de décivilisation dans sa critique de la morale et de la culture occidentale. Il a remis en question les valeurs traditionnelles et suggéré que la civilisation a conduit à une suppression de l'instinct humain et a abouti à une crise de sens et un déclin moral. Spengler, dans son ouvrage « Le déclin de l'Occident », qui a proposé une théorie cyclique de la civilisation, selon laquelle chaque civilisation passe par des phases de développement et de déclin. Il a soutenu que la décivilisation était inévitable et faisait partie intégrante du cycle naturel de la vie des civilisations. Michel Foucault, qui a exploré ce concept dans le cadre de sa critique des institutions disciplinaires et du pouvoir. Il a examiné comment les structures de pouvoir pouvaient conduire à des formes d'exclusion, de marginalisation, de violence, contribuant ainsi à une déstabilisation de la société. Il y a encore Zygmunt Bauman, qui a abordé la question de la décivilisation dans le contexte de la société liquide, moderne, qu'il a décrit la fragilité des liens sociaux, l'individualisme croissant et l'incertitude comme des facteurs contribuant à la décivilisation. Enfin, John Gray, dans son livre « Faux drapeau », la démocratie, le terrorisme et l'état de surveillance, où il examine comment les sociétés contemporaines peuvent être confrontées à ces formes de décivilisation résultant de l'expansion de l'état de surveillance, de la militarisation et des conflits internationaux. Ces penseurs ont tous contribué à la réflexion sur la décivilisation et ont proposé des analyses et des perspectives différentes sur ce sujet complexe. Leurs travaux invitent à une réflexion approfondie sur les forces qui façonnent la civilisation et les défis auxquels elles peuvent être confrontées. Mais pour autant, il n'y a pas de rapport direct entre les meurtres décrits dans le livre de sang-froid de Truman Capote et la décivilisation, à mon humble avis. Dans le cas de sang-froid, les meurtres en question ne sont pas présentés comme une manifestation de décivilisation. Ils sont plutôt le résultat donc d'une combinaison de facteurs individuels, tels que des motivations criminelles des meurtriers, leur psychologie, leurs circonstances personnelles, leurs interactions avec la victime. Le livre explore les motivations et les conséquences, mais ne traite pas directement de décivilisation en tant que concept sociétal au sens large. La décivilisation et l'ensauvagement sont bien deux concepts distincts. Si on parle d'ensauvagement, alors là, on a un terme utilisé pour décrire une augmentation perçue de la violence, de la criminalité et du comportement asocial dans une société, qui est souvent utilisé dans les discours politiques et médiatiques pour souligner une détérioration supposée des comportements sociaux. L'ensauvagement est généralement lié à des peurs ou à des préoccupations concernant la sécurité publique et l'ordre social. Cependant,
Le concept d'ensauvagement peut être un sujet d'interprétation subjective, et ces débats sur la validité et son utilisation dans le discours public sont sujets à caution. En résumé, la décivilisation se réfère au déclin général de la civilisation des institutions, tandis que l'ensauvagement met l'accent sur une augmentation perçue de la violence et de la criminalité dans une société spécifique. Les deux concepts peuvent être explorés et débattus dans un contexte de changements sociaux et des défis auxquels sont confrontées les sociétés contemporaines. Mais est-ce qu'ils ont un rapport avec une violence brutale, directe, gratuite, dans le meurtre d'une famille, sans aucune explication plausible? Je ne sais pas. C'était Il était une fois, le droit, sa vie, son œuvre, consacré aujourd'hui à 200 froid de Truman Capote, l'occasion d'explorer la part d'ombre d'une société en apparence paisible, les motivations et la violence qui sous-tendent un meurtre gratuit, l'impact social d'une telle sidération et l'engrenage vers l'ensauvagement. Je ne peux que vous conseiller de lire ou relire le roman de Truman Capote. Bonne lecture, je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à bientôt.